Bonjour tout le monde, c'est Bénin. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'autre que de cheveux. Je vais vous parler de nourriture et plus particulièrement de pain. Alors pourquoi parler de pain sur une chaîne qui traite du cheveu? Parce que ma chaîne traite du cheveu un petit peu en fil rouge et mon idée c'est vraiment de pouvoir l'élargir à d'autres sujets d'intérêt. Alors le pain, vous allez voir, c'est peut-être pas si étranger que ça à la question du cheveu, parce qu'en fait dans mon cas, la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à mes cheveux, c'est au moment où ils s'étaient mis à repousser de façon spectaculaire suite à une très longue période d'épuisement et de perte de cheveux que j'avais eue dans le passé et qui m'avait conduite chez le médecin parce que je savais plus quoi faire pour aller mieux, pour me sortir de cet épuisement au long cours. Je n'y trouvais ni cause ni solution et je commençais à m'alarmer parce que ma chevelure était en train de disparaître. Et c'est ça qui avait fait en fait que pour finir, j'ai réussi à obtenir un diagnostic qui avait été de travailler sur ma digestion parce qu'en fait j'avais un problème intestinal, de digestion, de flore intestinale, de malabsorption de nutriments à cause de l'invasion de mon système digestif par un parasite. C'est pas vraiment un parasite, c'est plutôt un micro-organisme qui habite le tube digestif en temps normal mais qui ne devrait pas proliférer. Or ce micro-organisme se met parfois à proliférer chez certaines personnes lorsqu'elles tombent en épuisement dû à des années de stress par exemple, et lorsque ces personnes consomment trop de sucre, trop de féculents, trop de matières qui permettent à ce micro-organisme de foisonner. Donc suite à ce diagnostic, j'ai dû modifier mon alimentation de façon assez drastique, notamment m'abstenir de taux de sucre plus élevés qu'un certain taux, et puis aussi m'abstenir de manger du gluten, parce qu'à ce moment-là, mon tube digestif était devenu si inopérationnel, si impacté par la candidose chronique que je vivais, que je ne pouvais plus digérer le gluten. Et ce gluten contribuait même à endommager l'intérieur de mon intestin. Donc pendant à peu près 2 ans, je m'en suis pratiquement abstenue totalement. Je suis allée beaucoup mieux. Mes premières vidéos en témoignent. Vous verrez, ma masse capillaire est vraiment très bonne sur la première vidéo que j'ai faite, qui parle de mon parcours capillaire. Mais malheureusement, avec le temps, c'est très difficile de maintenir la ligne parce que se priver de ce qu'on aime, c'est très dur. Et moi en particulier, le pain, les féculents, ça fait partie de ce que je préfère, c'est le cœur de ma vie, si vous voulez. Je ne peux pas imaginer un petit déjeuner sans pain, sans croissant, sans tresse au beurre, confiture, etc. Et puis un repas où je dois manger que des haricots verts et des épinards, au bout d'un moment ça devient lassant. J'ai envie de pouvoir manger un grand plat de spaghettis ou des pizzas, de temps en temps un gâteau. Bref, ces 2 années ont été dures. Alors même si ma renaissance capillaire a été spectaculaire, je dois dire que c'est très difficile de tenir la route. Et là, en fait, depuis quelques mois, je vis beaucoup de stress dans ma vie personnelle parce que je suis en train de faire des remaniements de fond, de me poser des questions de base et de vouloir rectifier ma vie vers quelque chose de plus simple qui l'impacte moins. Par exemple, je voudrais vendre ma maison pour trouver quelque chose de plus petit, qui me coûte moins cher et qui me demande moins d'entretien et qui me libère un peu plus d'énergie pour m'occuper de moi-même et puis pour avoir d'autres projets que d'aller désherber mon jardin le dimanche ou faire de la peinture. Voilà, et puis de garder chaque économie que j'ai pour réparer des petits problèmes à droite et à gauche. Donc j'ai envie d'acheter une autre maison et de vendre celle-ci, de trouver un autre emploi et de partir vivre ailleurs. Donc ce sont des changements de fond qui demandent une énergie phénoménale. Du coup, je suis très fatiguée. Du coup, ma candidose a remonté, est revenue en masse. Et du coup aussi, j'ai de la peine à manger sain parce que c'est toujours beaucoup plus facile de se faire vite fait quelques flocons d'avoine trempés dans du lait ou de se dégeler une pizza que de se faire véritablement des bons petits légumes verts vapeur. Donc voilà.
Et dans ma démarche vers un mieux-être, j'explore toutes les pistes possibles qui vont me permettre de ne pas renoncer au pain. Parce que renoncer au pain, je vous l'ai dit, non, non. Je ne veux pas renoncer au pain. Je ne peux pas concevoir que ce qui a été la nourriture, l'alimentation de base de l'humanité pendant des millénaires, tout d'un coup, la paf, entre le 20e et le 21e siècle, les gens ne peuvent plus digérer le pain. Mais c'est quoi ces histoires? Ça m'a tracassé pendant longtemps. Je me suis dit, c'est trop injuste, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société. Et en y réfléchissant plus, je me suis rendu compte qu'il y avait 1000 raisons pour lesquelles les gens ne digéraient plus le pain. Entre autres, l'industrialisation de tous les processus alimentaires, depuis l'agriculture jusqu'aux produits finis. Nous ne consommons plus des légumes qui viennent de notre jardin et qui sont des légumes ancestraux. On consomme des produits industriels qui ont poussé dans des terres dégradées, bourrés de produits chimiques pour booster leur croissance. Ces légumes ont poussé beaucoup trop vite, ils n'ont pas eu le temps de synthétiser tous les bons nutriments et donc ils ne sont plus devenus que des beaux produits faciles à vendre. Et quant aux céréales, c'est devenu des bombes de gluten. On les a tellement sélectionnées qu'elles ne sont bientôt plus constituées que de ça. Et le pire, quand on regarde les étiquettes de pain qu'on achète dans les supermarchés, on voit quoi? Farine de froment. Alors ok, pour du pain, farine de froment, c'est assez normal. Et puis ensuite, les ingrédients suivants, entre l'eau, le sel, la levure, c'est protéines de blé. Alors pendant longtemps, je ne me suis pas rendu compte de ce que c'était ces protéines de blé qu'on rajoutait à la farine pour faire le pain industriel. Eh bien, c'est du gluten. Alors non seulement on nous sert du pain à la farine qui est pratiquement intégralement composée de gluten, mais en plus on en rajoute. Alors vous vous imaginez, à force d'en ingérer des quantités pareilles, de ce gluten qui est devenu quasiment dénaturé, et bien forcément que les gens ne le digèrent plus. D'autant plus qu'à côté de ça, ils mangent plein d'autres nourritures industrielles qui, elles aussi, contribuent à la détérioration de la flore intestinale et à l'agression perpétuelle de l'épithélium, c'est-à-dire de la membrane intérieure de l'intestin, qui est celle qui est responsable de la digestion et de l'absorption des nutriments. Alors moi, le problème que j'ai eu, qui a fait que je suis tombée en épuisement et en carence à tous les niveaux, j'avais plus de fer, plus de vitamine D, plus de vitamine B, plus rien du tout, enfin mes hormones du sommeil, c'était tout et n'importe quoi, c'était dû au fait que mon intestin n'était plus du tout opérationnel, il était envahi par cette candidose, il était devenu poreux, le gluten passait de l'autre côté comme de rien, arrivait dans mon sang, j'ai commencé à faire des intolérances, j'ai commencé même à faire des problèmes d'attention, de sommeil, et je me disais, mais c'est pas possible, tu es en train d'avoir la maladie d'Alzheimer ou je sais pas quoi, la sclérose en plaques. Je flippais vraiment de tous les symptômes que j'avais. Et pour finir, il s'est avéré que c'était juste un truc nutritionnel et aussi énergétique, parce que je suis quelqu'un qui est très impacté par ses émotions, donc je dois tout le temps travailler à essayer de baisser le stress, rester calme et me protéger de l'invasion, de ce qui peut me perturber au quotidien. Donc mon changement de vie que je fais actuellement et qui me provoque de nouveau de la fatigue et du stress, ça sera pour un mieux dans mon futur, j'espère, pour m'alléger, pour avoir plus de sérénité et puis pour aller vers un mieux-être en fait. Alors pour en revenir au pain, à force de manger du pain qui contribuait à me rendre malade, je me suis demandé comment je pouvais manger du pain, continuer à manger du pain et ne pas être malade. Jusqu'au jour où je suis tombée sur des vidéos YouTube qui parlaient du levain, et là franchement ça m'a scotché. Je crois que j'ai regardé tout ce qui peut exister sur YouTube concernant le pain au levain, que ce soit en français ou en anglais, parfois même en espagnol ou en allemand, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les autres cultures réfléchissent sur les questions, elles n'ont pas toujours la même approche, donc c'est très intéressant de pouvoir croiser. Et là, j'ai compris qu'en fait, le levain,
c'était peut-être la solution. Et j'ai surtout compris que le pain ancestral qui existait avant les boulangeries industrielles, avant l'utilisation en masse de la levure boulangère qui est de la levure de bière, en fait, qui est un micro-organisme extrêmement spécifique, extrêmement vigoureux, très efficace pour faire lever les pâtes levées, les pâtes céréalières et les pains, avait commencé à être utilisé en masse à une époque où on a voulu produire beaucoup de pain de façon industrielle. Mais avant ça, les civilisations basées sur le pain, les civilisations très anciennes telles que l'Égypte par exemple, la Mésopotamie ou nos ancêtres en Europe à des époques très anciennes, ils n'utilisaient pas de levure boulangère, ils utilisaient une fermentation spontanée qui est de laisser la farine humide fermenter toute seule avec les micro-organismes qui sont dans l'air ou qui sont dans le grain qui a été moulu, qui sont aussi sur les mains des gens, dans leur environnement. Et ces levures sauvages, en fait, sont beaucoup moins agressives que la levure de bière pour le système digestif. Et elles ont un autre intérêt. En fait, qu'est-ce qu'elles font? Parce que ce sont des microbes, hein, et si on mélange de l'eau à de la farine, ça va faire un milieu hyper riche et nutritif, une sorte de bouillon de culture dans laquelle ces bactéries vont proliférer parce que c'est juste un gros gueuleton qu'elles s'offrent. Hein. Et elles vont faire quoi? Elles vont manger cette farine, elles vont la prédigérer si vous voulez. Et puis, ce faisant, elles vont dégager des gaz qui vont faire que cette pâte gonfle et que quand on la cuit, ça donne ces pains fantastiques, moelleux, croustillants, fabuleux et odorants, et surtout qui ont cette caractéristique absolument fondamentale, c'est d'être beaucoup plus digestes que des pains à la levure boulangère qui sont faits de façon industrielle avec des farines boostées, avec des ajouts de gluten. Alors c'est ce que j'ai voulu faire moi-même. J'ai décidé que j'allais créer mon levain, et quand j'aurai un levain qui tienne la route, bien robuste, avec un bon équilibre bactérien, j'allais pouvoir commencer à boulanger mon propre pain, bien entendu sans ajouter du gluten, et en utilisant des farines de bonne qualité, des farines bio, et en les mélangeant un peu avec une partie de céréales ancestrales telles que le petit épeautre. Le petit épeautre, c'est le nom qu'on donne à l'engrain, qui est une ancienne variété céréalière qui était notamment cultivée dans le bassin de la Mésopotamie, l'Égypte ancienne et très probablement aussi dans l'Europe des anciens temps. Ce processus de colonisation bactérienne de la pâte à pain qui produit des gaz qui la font lever, hein, c'est ça la fermentation. Et plus elle est longue, plus les bactéries vont consommer littéralement la farine, la prédigérer. Alors à partir d'un certain point, c'est optimal, il y a une prédigestion qui est très bonne, qui va la rendre beaucoup plus digeste pour le tube digestif humain, qui va l'absorber, mais aussi qui va dégrader une partie du gluten, c'est-à-dire ces bactéries, elles vont aussi consommer et détériorer le réseau de gluten qui se forme dans le pain, ce qui va faire qu'il va être beaucoup moins agressif pour le tube digestif. C'est tout l'intérêt du pain au levain. C'est pour ça que j'ai voulu m'y mettre moi aussi. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu, au début, j'ai regardé des vidéos YouTube, comment faire son levain. Vous prenez un peu de farine, vous prenez un peu d'eau, vous mélangez, puis vous attendez que ça commence à fermenter. Vous mettez ça dans un coin où il ne fait pas trop froid, genre un coin de radiateur ou bien sur votre box, dans des endroits comme ça. Puis au bout de 24 heures, 48 heures, vous allez voir que cette masse va commencer à faire des bulles et fermenter. Alors c'est pas si simple. Bon, déjà moi j'ai pas commencé au bon moment, j'ai commencé en hiver. Il y avait dans mon appartement beaucoup de variations thermiques parce que c'est une grande ancienne maison que je chauffe au gaz. La nuit la température tombe à 17 degrés et puis la journée, si je mets ma boîte à levain à proximité du radiateur, il peut faire 26 ou 27 juste sur le radiateur, hein. De sorte que mon levain a eu toutes les peines du monde à naître, d'autant plus qu'en fait je ne savais pas à ce moment-là qu'il y a plusieurs stades de fermentation. Le premier stade, en général, votre masse de farine mouillée, elle est colonisée par des bactéries qui vont entamer une fermentation qu'on appelle une fermentation lactique. Ça va faire des lactobacilles,
très semblables à ceux qu'on trouve dans les yaourts, très semblables à ceux qu'on trouve dans les probiotiques. Alors je me suis dit, ouais, super, si c'est ça, ça va encore m'aider parce que je vais absorber des petits lactobacilles en mangeant mon pain. Mais c'est pas si simple. Quand la fermentation lactique arrive à un certain stade, tout d'un coup, pour une raison X, probablement parce qu'il n'y a plus assez de nourriture dans la masse qu'on a mise à fermenter, c'est une autre série de bactéries qui prend le relais et qui, elle, entame une fermentation acétique, c'est-à-dire une fermentation de type vinaigre. Et puis c'est à ce moment-là que le levain évolue vers son stade ultime, avec cette petite odeur aigrelette de fermentation, légèrement vinaigrée. Et c'est ça qui est très intéressant pour donner du bon goût au pain, en fait. Malheureusement, dans les essais que j'ai faits, je n'arrivais pas à franchir le niveau de la fermentation lactique et de passer à la fermentation acétique. Mes levains crevaient tous à peu près vers la fin de la fermentation lactique. Il n'y avait plus du tout de levée, j'avais beau les réalimenter en farine fraîche, suivant divers rythmes que j'ai regardés sur divers tutos. Pas un n'a fonctionné, tous mes levains ont crevé à ce moment-là et ont fini par moisir et j'ai dû les jeter les uns après les autres. En 3 semaines d'essai, j'ai cramé à peu près 1 kg de farine de seigle et j'étais aussi malheureuse que furieuse. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Je ne vais pas faire du pain au levain si je dois acheter une telle quantité de farine. Jusqu'au jour où j'ai trouvé enfin une solution, je vais vous la donner parce que peut-être ça va vous éviter de perdre autant de temps que moi et de gâcher autant de nourriture. Alors pour la petite histoire, j'ai fait plein d'essais pour pouvoir essayer d'aboutir un levain vers son stade ultime. J'ai essayé de l'ensemencer avec du liquide de yaourt en me disant ça va booster les ferments lactiques, peut-être que ça va aider le démarrage. Ça n'a abouti à rien. J'ai essayé de mettre un peu de vinaigre pour essayer de booster la fermentation acétique. Ça n'a pas fonctionné. J'ai même pensé à mettre de la bière, puis je me suis dit non, la bière c'est mieux pas vu que ça contient des levures de bière et que c'est justement ce que je voulais éviter. Donc pas de bière. Jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo concernant l'eau de fermentation de fruits. Alors vous pouvez prendre des dattes, des pommes, divers fruits sucrés, vous les mettez dans l'eau, vous mettez cette eau sur un radiateur, vous attendez quelques jours et cette eau va se mettre à fermenter et vous aurez une couche de mousse à la surface qui bulle, une espèce d'eau un peu pétillante, et c'est avec cette eau que vous pouvez ensemencer votre farine pour faire un levain qui sera plus robuste dès le départ. Mais même ça n'a pas marché. Alors c'est vous dire à quel point de désespoir j'en étais, de jamais trouver une recette de pain qui serait enfin consommable par moi, jusqu'au jour où, par chance, dans mon magasin bio favori, je suis tombée, en fait c'est pas dans mon magasin bio, c'est dans un supermarché. Très étonnamment, je vais vous montrer, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ce petit sachet de levain sec. Alors c'est quoi du levain sec? C'est du véritable levain qui a été fait, comme je vous l'ai expliqué, en laissant fermenter de façon spontanée de la farine, sans l'ensemencer avec de la levure de bière ou de la levure boulangère. Et puis ensuite, cette matière est mise à sécher, concassée en petits morceaux avec tous les micro-organismes qu'elle contient, et il suffit de remettre de l'eau pour que ces micro-organismes se réactivent. Alors ce levain, il est intéressant parce que j'ai vérifié de très près la composition. La composition, c'est 100% farine de seigle, c'est-à-dire que ça ne contient pas un seul milligramme de levure de bière. Il faut bien regarder parce que beaucoup de levains secs vendus comme ça en sachet pour être réactivés avec de l'eau contiennent de la levure boulangère. Et il ne faut pas, sinon autant prendre directement de la levure de boulanger. Si vous mélangez de la levure de boulanger à un levain sec, c'est la levure de boulanger qui va prendre le dessus instantanément parce que c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus agressif et quand ça colonise la pâte, le levain qui est derrière, c'est juste un prétexte pour vous vendre la poudre en fait.
Donc je me suis dit, je vais réactiver ce truc-là. Il n'y a pas de levure boulangère, 100% sec, on va bien voir. Je l'ai mélangé dans une tasse, j'ai mis un peu d'eau, j'ai mis une cuillère à soupe de farine pour le nourrir, et puis j'ai attendu. Et le lendemain, ce machin-là était déjà en train de buller du tonnerre de Dieu, et quand j'ai mis mon nez dessus, j'ai senti enfin l'odeur du levain, cette odeur légèrement aigrelette, pas du tout l'odeur de fermentation lactique un peu fade. Vous savez, ben, on ne le sait pas vraiment avant de l'avoir expérimenté, mais moi, mes levains, je les ai toujours trouvés suspects, parce que quand je respirais leur odeur, ça sentait le renvoi de bébé. Vous savez, quand un bébé vient de téter sa mère, puis il est là sur votre épaule, puis tout d'un coup, il fait... C'est inexprimable, ça, cette odeur de lait, assez écœurante. Et en fait, l'odeur du levain, c'est comme si on avait rajouté à ça un peu de vinaigre. Et je ne l'avais jamais senti dans mes précédents levains. Donc à ce moment-là, j'ai été sûre que j'en étais déjà au bon stade de micro-organismes. Et j'ai cultivé ce levain, j'ai rajouté de la farine, j'ai rajouté de l'eau. Le lendemain, j'en avais le double. Ça moussait du tonnerre de Dieu. Et puis au bout de 4 ou 5 jours comme ça, j'ai fait mon premier pain. Et ça a été fantastique, ce pain est sorti magnifique. Je vous montrerai la série de photos de pain que j'ai faites avec ce levain. Je l'ai baptisé Félix parce que j'étais tellement heureuse et lui était un levain tellement vigoureux, plein de joie de vivre, qui bullait dans mon frigo, qui bullait au frais, qui bullait au chaud, zéro problème avec la température, enfin j'hallucinais. Moi je pensais que je devais contrôler où j'allais le mettre, ah pas le mettre sur le radiateur c'est trop chaud, pas le mettre au frigo il va choper froid, pas le mettre au courant d'air il va s'affaisser. Que non, Félix, c'est un résistant de la dernière heure. Je lui ai fait tout subir, il n'a pas démérité. J'ai fait déjà 15 pains avec, je n'ai pas raté un seul pain. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure sur la vidéo et je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. Et vous verrez, si vous avez la chance de trouver ce genre de choses, vous aurez un levain robuste dès le départ. Et franchement, pourquoi s'en priver? Parce que de toute façon, après quelques temps, quand vous avez élevé votre levain sur base des micro-organismes qui se trouvent dans ce petit sachet, eh ben, à mesure que vous allez réalimenter votre levain en farine fraîche, que vous allez l'utiliser, le remettre au frigo, qui va vivre sa vie chez vous, ce levain, il va changer d'équilibre bactérien. Il va s'adapter à votre environnement, il va prendre votre couleur, je dirais. Donc au bout de X pains, on peut pratiquement plus dire qu'il est conforme à l'original. Il s'est adapté à son environnement et il est devenu véritablement votre levain. Donc voilà, nous allons passer à la phase pain et j'espère que ça va vous plaire.